On voit bien que l'agenda 2030, le forum de Davos, en fait, on voit le type de société qu'ils veulent. Ils veulent nous confiner à vie. Ils partent du principe que nous sommes même trop nombreux. Beaucoup de monde a encore du mal à comprendre ou même à croire que ce soit envisageable. Le planning familial, la contraception, l'éducation, ça ne suffit pas. Il faut prendre des mesures radicales le plus vite possible. L'oppression permanente, l'anxiété permanente, je comprends qu'il y en ait qui ont envie de casser leur télévision. Chaque année, tous les conducteurs devront passer un examen médical pour faire renouveler leur permis. Ce dont nous avons besoin, justement, c'est de respirer. Bonjour Marc Daoud, merci pour votre invitation, merci à la revue Nexus, que j'adore. Alors effectivement, je suis éditeur de livres politiques. Depuis très longtemps, je m'intéresse à la géopolitique. D'ailleurs, j'ai des auteurs qui viennent de différents pays. J'ai notamment une jeune romancière qui s'appelle Faina Savankova, qui a 14 ans, qui habite Lugansk, donc dans le Donbass. Et d'ailleurs, c'était très étonnant parce que quand nous avons commencé à travailler sur ces livres, elle était ukrainienne et maintenant elle est russe depuis les référendums de septembre dernier. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que Nexus m'avait invité dans cette belle émission qui avait vraiment été très riche sur la guerre d'information et donc pour parler de l'Ukraine parce que de temps en temps j'écris un livre, alors rarement parce que j'ai pas beaucoup de temps, et le livre que j'ai écrit s'appelle « Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident ». Donc la responsabilité criminelle de l'Occident, nos options pour stopper la crise. Et donc c'est à ce titre que vous m'aviez invité sur Nexus. Et puis nous produisons aussi des documentaires. Et là actuellement nous avons un documentaire qui est en montage, un long métrage qui s'appelle « Nous pouvons nourrir toute l'humanité », qui montre des récoltes extraordinaires sans un gramme de chimie. Pourquoi avons-nous besoin de la chimie? Parce qu'en fait depuis très longtemps, l'être humain c'est, alors je vais employer un mot horrible, c'est exploiter la nature. Alors je m'explique. Sous Louis XVI, donc à la fin du XVIIIe siècle, il y a des jésuites, notamment l'abbé Bertholon, qui écrit un livre qui s'appelle « De l'influence de l'électricité sur les végétaux ». Et plus extraordinaire encore, il va inventer une machine qui s'appelle l'électrovégétomètre. Donc nous sommes bien toujours sous Louis XVI, qui va, donc l'électrovégétomètre a pour but d'amplifier l'énergie naturelle, c'est-à-dire tellurique, donc dans le sol, cosmique, c'est-à-dire qui est dans le ciel, enfin dans l'atmosphère, parce que dès le XVIIIe siècle, mais bien avant, ils savent déjà qu'en amplifiant l'énergie naturelle, les plantes seront plus belles, il y aura moins de parasites, et pendant tout le XIXe siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les Français vont se spécialiser, donc il y a de nombreux inventeurs qui vont développer, qui vont perfectionner ces systèmes. On retrouve par exemple Justin Christophe Law qui dans les années 1930 a mis au point un système très simple de mâts avec, alors généralement il y a du cuivre et puis un autre métal, et il obtient par exemple des pommes de terre de 1,2 kg, il obtient des poires de 1 kg, du persil qui fait 1,20 m, etc., etc., etc. Et tout ça disparaît avec la Seconde Guerre mondiale à cause du plan Marshall. C'est-à-dire que les Américains donnent de l'argent aux pays européens, mais en échange, cet argent, ils doivent acheter, ils doivent l'envoyer aux États-Unis. Et à partir de là, toutes ces expériences d'électroculture, de culture avec la conscience, avec les pyramides, enfin dont nous parlons dans le film, et quand nous le sortirons, évidemment, nous vous en parlerons. Vous serez parmi les premiers informés. Donc toutes ces techniques qui permettent de nourrir 2 fois la planète sans chimie, donc sans abîmer les sols, sans détruire l'environnement, sans nous détruire nous, sans nous empoisonner, vont disparaître avec ces techniques qui sont connues certaines depuis presque la nuit des temps, notamment le système des pyramides. Nous pouvons nourrir 2 fois la planète sans nous empoisonner nous, sans détruire l'environnement, en fait sans chimie, sans OGM, avec un foisonnement de la biodiversité et en fait avec l'abondance. Parce qu'on nous a promis la fin de l'abondance. Alors
Bon, la fin de l'abondance, pour certains, ils en ont même jamais vu le début de cette abondance. Mais en fait, moi, toutes les expériences nous avons faites dans les champs, etc., vous avez entendu parler de Don José Carmen, puisque Don José Carmen au Mexique. Je suis allé le voir 6 ou 7 fois au Mexique. Pour vos spectateurs, vos lecteurs qui ne se souviennent pas ou qui ne savent pas qui est Don Carmen, il faisait pousser des choux de 35 kilos, des maïs de 6 mètres, mais pas un maïs, un champ de maïs de 6 mètres. Il faisait des oignons de 6 kilos, des betteraves de 13 kilos au Mexique. Donc c'est pour ça que quand on nous dit il faut des OGM pour nourrir la planète, non, il ne faut surtout pas d'OGM pour nourrir la planète. Parce qu'en plus, toutes ces techniques d'artificialisation des sols les détruisent la faune, enfin je veux dire, des vers de terre sont indispensables. Et d'ailleurs c'est intéressant, quand on installe des systèmes d'électroculture dans les champs, il y a 10 fois plus de vers de terre. Ils sont beaucoup plus rouges, Comment on peut se documenter sur cette technique ? Patience. Nous sommes en train de préparer de nouveaux livres, nous sommes en train de préparer le film qui sera un long métrage où on va montrer des choses qui sont incroyables et pourtant chacun pourra les pratiquer dans son jardin. Moi quand j'en parle à des agriculteurs, parce qu'il y a on peut parler presque de dizaines de techniques. J'ai rencontré X agriculteurs qui ne connaissaient pas. Quand je leur en ai parlé, ils ont essayé dans leur champ. Et puis eux-mêmes, ils vont améliorer, ils vont adapter à leur région, adapter à leur climat, ils vont adapter à leur conscience. Là, nous parlons effectivement de ce sujet, donc nous pourrons nourrir toute l'humanité, mais nous pourrions faire la même chose sur d'autres sujets. On voit bien l'agenda 2030 de l'ONU, Davos, ce qui sous-tend leur action, même si pour une grande partie du public, alors pas les lecteurs Nexus, parce que les lecteurs de Nexus ont cet éveil, enfin je veux dire, sinon on ne lit pas Nexus, mais on voit bien que l'agenda 2030, le forum de Davos, en fait, on voit le type de société qu'ils veulent. Ils veulent nous confiner à vie. Et en fait, ils partent du principe que nous sommes même trop nombreux. Et alors c'est vrai que beaucoup de monde a encore du mal à comprendre ou même à croire que ce soit envisageable. Mais moi, j'ai trouvé déjà des textes dans les années 80, au début des années 90. Par exemple, Gorbatchev, l'ex-président de l'URSS. Il fait un événement à San Francisco, alors de mémoire c'est en 1994, via sa fondation, et il fait une déclaration à la clôture de son événement. Il dit nous n'aurions plus de problèmes environnementaux s'il y avait 90% d'êtres humains en moins sur Terre. Mais alors, allons-y, on supprime qui ? Tant qu'à faire, on supprime qui? Et j'ai même trouvé un texte d'ailleurs que je cite dans le Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident, qui date de 1992. C'est un texte préparatoire à la Charte de la Terre, les sommets de Rio, de Kyoto qui vont suivre, etc., etc. Il y a un texte qui dit, en fait, il y a urgence, il y a trop de monde sur cette planète et le planning familial, la contraception, l'éducation, ça ne suffit pas. Il faut prendre des mesures radicales le plus vite possible. Alors, il ne détaille pas ces mesures radicales, mais ça n'est pas bienveillant, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, en prendre conscience. Et ça, je le répète régulièrement, la première chose à faire, déjà, alors ça peut sembler bizarre, c'est d'être heureux. Oui, parce que si vous êtes heureux, déjà on augmente notre taux vibratoire, on n'a même pas besoin de casser sa télévision, parce que de toute façon il y en a des gens qui disent allez, casse ta télévision. Non, on n'a même plus besoin d'être dans cette forme d'agressivité ou de violence. Oui, on a une télévision, ça devient même amusant de temps en temps de l'allumer en disant tiens, qu'est-ce que sur BFM ou LCI ils en sont où? Voilà. Mais donc en fait, c'est d'abord d'être heureux. Alors, quand j'en parle, il y a des personnes qui disent d'accord, mais comment on fait pour être heureux? Alors, je n'ai pas la recette du bonheur, mais je leur pose une question, je leur dis mais quand est-ce que vous avez senti une fleur pour la dernière fois? Quand est-ce que vous avez regardé un arbre? Et regardez, pas simplement passer le long ou sous un arbre, quand est-ce que vous avez regardé un arbre? Quand est-ce que vous êtes arrêté pour écouter un chant d'oiseau?
En clair, quand est-ce que vous êtes reconnecté à la nature, à votre, finalement, j'ai envie de dire, à votre moi profond, à ce que vous êtes profondément. Toute oui, j'allais dire cette canopée de liens, enfin en fait, nous sommes reliés à tout être vivant. Alors, nous n'en avons pas conscience au niveau du mental, mais on le sait, il y a des personnes qui enfin, je veux dire, il suffit d'entrer dans une forêt pour se ressourcer, ben oui, parce qu'il y a des échanges. Nous avons fait des expériences. Je ne sais pas si je les mettrai dans le film ou dans une suite. Quand nous entrons dans une forêt, la forêt le sait. Pour une raison facile à expliquer, tout être vivant émet un courant électrique. Tout être vivant, un arbre, un insecte, vous, moi, etc. Et chaque courant électrique nous est propre. Et ils entrent en interaction. D'ailleurs, si vous approchez de la main de quelqu'un sans le toucher, il va sentir, vous voyez, quelque chose. C'est facile de sentir de cette énergie qui se... Vous voyez, si j'approche votre main de la vôtre, vous allez sentir quelque chose. Eh bien, quand nous entrons dans une forêt, la forêt sait que nous sommes là. Parce qu'en fait, notre courant électrique va entrer en interaction avec le courant électrique du premier arbre, et puis tous les arbres vont se... Parce qu'en fait, c'est un champ relationnel permanent. Et j'ai une interrogation. Je n'en suis pas sûr, puis pour l'instant on n'a pas fait d'expérience et puis c'est pas très important, mais je demande même si la forêt ne sait pas que quand nous entrons, que vous vous appelez Marc, je m'appelle Patrick, ou Caroline, Véronique, Sophie, Romain, etc. On ne sait pas. Alors les scientifiques, il y a des scientifiques qui disent non, c'est pas possible. Laissons-les dire. Laissons-les dire, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qu'ils pensent, qui est fondamental, c'est ce que nous ressentons. À part les scientifiques, qui peut croire que la science a tous les outils à sa disposition, connaît tout le savoir de tout l'univers pour pouvoir tout expliquer? Parce qu'en plus, moi j'ai des personnes qui disent « mais comment tu expliques ?» Ouh là là, moi je n'explique rien. Faites l'expérience vous-même, sentez une fleur. Vous voyez si ça éveille vos sens, si ça vous réveille, si d'écouter un chant d'oiseau, ça vous anime. Il y a des personnes, ça n'animera peut-être pas tout de suite. Mais, parce qu'effectivement, on est gâté au sens pourri, enfin je veux dire, de pomme pourrie, pomme gâtée par la civilisation actuelle. Hein, je veux dire, l'oppression permanente, l'anxiété permanente. Enfin je veux dire, je comprends qu'il y en ait qui ont envie de casser leur télévision. Donc, ce dont nous avons besoin, justement, c'est de respirer. Et quand on sent une fleur, on respire. On respire. On ne pense pas. Enfin, moi, quand j'aspire une fleur, quand je sens une fleur, je ne pense pas à BFM ou à LCI ou à quoi que ce soit. De toute façon, déjà, je ne pense pas à ça. Ce qui est important, c'est de vivre. Merci pour votre question, d'être heureux. D'être heureux, c'est pas d'avoir la dernière voiture, machin, la dernière montre connectée. Alors ça, montre connectée, c'est sans doute indispensable. Mais je crois que c'est plus indispensable de regarder le ciel, d'écouter les oiseaux, de regarder son voisin. Combien de gens ne savent même pas le prénom de leur voisine ou de leur voisin d'en face? À part peut-être un vague bonjour dans l'ascenseur, et encore, pas toujours, mais combien de gens savent un minimum de vie de leur voisin, de leur voisine? On va dire, ouais, mais c'est pas très important, ça n'a pas d'importance, on s'en fout. Oui, on peut vivre une vie en passant comme un fantôme au milieu d'autres fantômes. Et puis on peut choisir une vie où en fait on se sent vivant, on rencontre des êtres vivants, on va parler avec sa voisine, avec son voisin. On n'a pas forcément besoin d'être d'accord avec eux. Mais c'est quand même plus agréable si on a besoin de sel ou d'eau, de pouvoir sonner chez son voisin. Et pas de se dire « Ah ouais, tiens, au fait, comment il s'appelle? Mais c'est vrai que je ne lui ai jamais parlé. » Voilà. Donc, il ne s'agit pas de faire un calcul. Il s'agit d'être. Et il y a eu des expériences qui ont été faites. Alors, je crois que c'était sous Louis XV. C'est une expérience horrible. C'était 2 orphelins. Je n'en suis pas sûr de l'époque, mais je sais que c'est 18e siècle. 2 orphelins. Il a été décidé que pendant 6 mois, personne ne leur adressait la parole. C'est horrible.
sont morts. Je veux dire, si jamais on ne peut ressentir une once d'amour, et comment peut-on vivre? C'est bien beau de vouloir être aimé. Beaucoup de gens ont envie d'être aimés, mais est-ce qu'on le mérite vraiment? Qu'est-ce qu'on fait pour être aimé? Est-ce qu'on va porter le sac de sa voisine de 70 ans? Son sac de courses? Est-ce qu'à un moment on va lui proposer, si on a une voiture, de l'emmener faire des courses? Eh bien, je trouve que quand on... D'ailleurs, nous sommes, je crois, proche de la fête des voisins. Oui, c'est important, la fête des voisins. Je veux dire, d'ailleurs, on ne devrait pas avoir besoin d'une fête des voisins. Tant mieux si ça existe, parce que ça nous permet de se reconnecter avec le vivant. On ne peut pas être seul dans une vie. Et puis on ne sait pas quelles sont les interactions, juste de se croiser, quelles sont les interactions. Alors on a l'impression que dès qu'on se croise, on va attraper des virus. Mais d'abord ça c'est fondamental, parce que justement en échangeant nos virus, on va dire ça comme ça enrichit notre système immunitaire. Et puis si effectivement dans cette vibration de la vie, d'ailleurs vibration de la vie, on a un système immunitaire qui est bien plus puissant. Alors on va me dire, mais quelle étude le prouve? Mais d'abord, on n'a pas besoin d'études pour le savoir. Il y a des milliers d'études qui... les autres médecines que la médecine allopathique, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, indienne, ou en Amérique latine, tout le monde, enfin, tous les hommes médecine, les femmes médecine savent très bien que alors, notre taux vibratoire déjà dépend de ce que nous mangeons, déjà. C'est une évidence, mais rappelons les évidences, parce que tout le monde parfois oublie il y a trop de gens qui oublient les évidences. C'est de dormir, et puis surtout, c'est de vivre. C'est de ne pas... Enfin, je veux dire, on ne peut pas considérer que l'on vit quand on est scotché devant son BFM ou son LCI, à attendre les mauvaises nouvelles. Enfin, je veux dire, on comptait le nombre de morts. Quel intérêt de compter le nombre de morts? Ça ne résout pas un problème, au contraire, ça crée de l'anxiété, et cette anxiété-là détruit la vie. C'est évident, enfin, je n'ai pas besoin de faire de dessin, tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas vivre dans la peur et l'anxiété permanente. C'est un stress insupportable. Et je comprends que la vie devienne insupportable pour malheureusement trop de personnes, y compris des jeunes. Et on ne peut pas accepter cette société. Donc c'est pour ça, merci d'exister, parce que vous transmettez des messages, vous montrez qu'un autre futur est possible. D'abord, ça dépend de nous. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse. Souvent j'entends des personnes qui disent « Ah oui, moi je lutte ». Ouh là là, je dis, oui, certes, nous sommes dans une guerre, incontestablement. Ça, c'est une guerre, comme Claire Séverac l'appelait, la guerre contre les peuples. Incontestablement, nous sommes dans une guerre, mais ne luttons pas, au sens, ça nous prend l'esprit. Commençons par vivre, par respirer, par sentir les fleurs, comme je l'ai dit, etc. Et là, ça, c'est une forme de lutte qui est beaucoup plus efficace, parce que des soldats qui vont au front, mais qui sont déjà à un taux vibratoire au ras des pâquerettes, ils ne tiennent pas longtemps et on le voit bien, je veux dire, j'ai publié des Gilets jaunes, c'est un mouvement que j'ai suivi avec beaucoup d'attention et au bout d'un moment, et en fait en face c'est ce qu'ils attendent, c'est une forme d'épuisement. Donc comment peut-on comment peut-on lutter au sens, je suis dans la lutte, etc. Si déjà on oublie, alors c'est bateau ce que je veux dire, mais si on oublie de vivre, si on oublie de s'émerveiller, moi alors c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais j'ai l'impression d'avoir 16 ans, je m'émerveille pour plein de choses, et pourtant je publie des livres politiquement sensibles, j'ai parlé de Faina dans le Donbass, dans le livre Guerre en Ukraine. J'ai supprimé des passages pourtant de rapports officiels d'ONG, grandes ONG américaines, qui décrivaient les tortures qui étaient infligées aux populations civiles du Donbass, dont on n'a jamais parlé. C'est comme si ça n'existait pas. Et bien si, ça existe. J'ai lu les rapports, alors effectivement j'ai adouci, j'ai coupé les parties, c'est insupportable. Mais néanmoins, ça ne doit pas nous empêcher de vivre. En tout cas, moi, ça ne m'empêche pas de vivre.
et de rappeler à chaque fois que je rencontre des personnes qui ont envie de discuter, eh bien de dire la même chose. De dire mais vivez, vivre c'est lutter. Et je préfère employer le mot vivre, moi je vis, plutôt que je lutte. Et encore une fois, on ne peut pas aller au combat en étant dans un état vibratoire, de fatigue, d'anxiété, de dépressif. On ne gagne pas une guerre comme ça, c'est pas vrai. On gagne une guerre en étant d'abord heureux. Pourquoi c'est la meilleure résistance d'être heureux? Parce que déjà, on n'est pas... Tout ce qu'on peut entendre, enfin je veux dire, soyons clairs, les mondialistes n'ont qu'un objectif, c'est nous écraser. On voit bien, de toute façon, le transhumanisme. Donc eux partent du principe que nous sommes trop nombreux sur Terre, que nous épuisons les ressources, que nous sommes les coupables, que finalement, oui, si on supprimait, on ne va pas en parler, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais quand on voit le projet des villes de 15 minutes, Oxford, oui, alors 2024, c'est pas dans 2000 ans, 2024, l'année prochaine, c'est déjà voté, Oxford, et donc je le mets au passé qui fut un phare de la pensée occidentale, incontestablement, Oxford fut un phare de la pensée occidentale. Le conseil municipal, et je trouve ça extrêmement symbolique, le conseil municipal a voté une nouvelle organisation de la société, de la ville. Ils vont diviser la ville en 6 quartiers, et chaque habitant de chaque quartier ne pourra pas sortir en voiture plus de 100 jours par an. On va dire c'est impossible, oui, c'est tellement impossible qu'ils le font l'année prochaine. Parce que souvent on a l'impression en disant « oui, non mais le pass vaccinal, ils ne le feront pas, non mais l'obligation vaccinale, ils ne le feront pas, non mais… » Ah, ils l'ont fait. Ça, ils le font. Et des villes comme Hambourg, la ville du chancelier Scholz, Olaf Scholz, donc le chancelier allemand, fut le Bürgermeister, donc le maire de Hambourg. Hambourg est très intéressé par cette expérience. Nous pourrons tout faire officiellement en 15 minutes en vélo ou à pied. Ça me paraît pas si simple que ça. En fait, c'est pas une autre. Excuse-moi, je vais être brutal. C'est pas une autre forme. C'est un confinement permanent. Donc au début, mais même en France, ça je l'ai déjà évoqué. En France, on évoque, alors évidemment pour sauver des vies, admettons que nous allons avoir une réforme du permis de conduire. C'est dans les cartons. Alors j'ai entendu. À mon avis, ce n'est pas possible sous cette forme-là tout de suite, c'est que chaque année, tous les conducteurs devront passer un examen médical pour faire renouveler leur permis. Donc tous les ans, je ne sais pas combien il y a de permis de conduire en France, peut-être 40 millions, 45 millions ou 50 millions de permis de conduire. Ça me paraît difficile. Déjà d'un point de vue technique, administratif, malgré l'informatique, malgré Internet, tout ça, de pouvoir gérer 50 millions de renouvellements de permis de conduire annuels. Oui, mais peut-être qu'ils le font tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Et puis, ça c'est un outil extraordinaire. Est-ce qu'un opposant, est-ce qu'un syndicaliste récalcitrant n'aura pas des problèmes pour se voir reconduire son permis de conduire? On trouvera qu'il a, je sais pas quoi, il avait une épine dans le pied et ça, il ne peut pas appuyer sur l'accélérateur ou sur le frein, voilà. On peut inventer, on sait comment fonctionne l'administration, on l'a vu, l'État n'est plus bienveillant, n'est plus au service. Alors, le citoyen, tout seul, il ne peut rien faire. Ça, là-dessus, et d'ailleurs, c'est très intéressant, quand on regarde ces dernières décennies, tout est fait pour isoler l'individu. On détruit la famille. Je veux dire, qui habite encore avec ses parents? Alors, je ne dis pas que c'est la joie d'habiter avec ses parents, je veux dire, ou avec ses enfants. Mais on détruit la cellule familiale. On met les vieux, parce que maintenant c'est le mot, en EHPAD. Comme ça, c'est plus facile de leur mettre du Rivotril ou de la maltraitance. Alors il y a eu un scandale, surprise, non on ne savait pas, mais bien sûr qu'on ne savait pas. Alors que fait le ministère de la Santé, que fait l'Inspection Générale des Affaires Sociales, si elle ne sait pas ce qui se passe dans les EHPAD, y compris privés. Donc en fait,
pour répondre à cette question, l'individu isolé ne peut rien. Et c'est pour ça que c'est très important de venir dans des événements comme le CSI à Saintes, parce qu'il y avait 1700, 1800 personnes. En plus, ils n'ont pas pu avoir une salle plus grande, mais sinon, il y aurait eu beaucoup plus de monde. Donc c'est très important parce que déjà, alors moi c'est très intéressant parce que je rencontre beaucoup de personnes qui sont désespérées en disant ah oui, on est seul. Mais non, on n'est pas seul. Justement, si vous êtes confiné chez vous, etc., vous avez l'impression d'être seul. Et vous allez crier dans le désert. Et on sait ce que ça donne, crier dans le désert, autant se taire. En revanche, si vous venez à des événements comme celui-là, si vous allez à pas forcément des manifestations, mais à des événements, si vous rencontrez des auteurs, des philosophes, des médecins, alors, excusez-moi, mais si vous achetez des livres, si vous lisez des livres, en clair, alors je ne vais pas dire qu'un livre ça rend intelligent, mais c'est quand même l'objectif. Ça donne un outil de réflexion. Et donc, dans ce cas-là, vous allez découvrir que vous n'êtes pas seul, et puis à un moment, le nombre fera que, d'abord, le nombre va réfléchir à des solutions collectives, parce que, alors moi j'ai toujours été convaincu que l'intelligence est d'abord collective. C'est-à-dire que tel individu qui est intelligent, d'accord, ok, super, on a besoin d'individus intelligents, ça c'est sûr, mais que quand nous sommes en plus ensemble, et je reviens aux plantes, nous avons fait des expériences, notamment, alors ça c'est pas nous qui l'avons fait, mais il y a une chercheuse russe qui avait fait une expérience, elle avait irradié des graines de céréales, je ne me souviens plus si c'était de l'épeautre ou du seigle ou de l'orge, enfin une céréale. Elle a fait 3 lots de graines. Le premier lot de graines, elle les met en terre après irradiation. Ça a donné des plantes évidemment rachitiques. Les pauvres avaient été irradiés de genre 10 cm, 15 cm. Le deuxième groupe de plantes, de graines, parce que elle fait ça sur les graines. Elle demande à une personne de poser une intention. C'est pas une prière, il n'y a rien de religieux dedans. Poser une intention, demander une belle récolte, pas de maladie. Et là, au lieu d'avoir ça, on a 40 cm. Waouh! Mais mieux encore, le troisième lot, elle ne demande pas à une personne, elle demande à plusieurs personnes de faire la même chose, de poser une intention sur le lot de graines irradiées. Et bien là, la plante atteint sa taille normale. Ça veut dire qu'avec notre intelligence, appelons intelligence collective, je préférais même utiliser le mot énergie collective. Notre énergie collective, nous sommes en mesure de lutter contre l'irradiation. Mais nous, en revanche, ça je le garderai dans le film, nous avons fait une expérience qui est connue, mais nous l'avons reproduite, comme ça chacun peut le faire chez soi. Peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça marchera. Quelle est-elle? Nous avons pris un bidon de 5 litres d'eau. Dedans, nous mettons un pH-mètre électronique, donc pour mesurer le pH de l'eau, un groupe de 15 personnes qui se concentrent sur le bidon d'eau, et on voit le pH de l'eau qui augmente. Donc ça veut dire qu'avec notre conscience collective, on peut modifier la matière. On peut modifier la matière. Mais ça, effectivement, si on est anxieux, angoissé, si on est dans la lutte, etc., on ne fera rien. Mais si au contraire, on est heureux de se retrouver malgré nos différences, et en fait ce sont nos différences qui nous enrichissent, si tout le monde est d'accord, ça crée des robots. Voilà. Et moi, quand je rencontre quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, j'ai d'abord envie de l'écouter, parce que je vais entendre un point de vue qui n'était pas le mien, et qui va m'enrichir, ou pas. Mais en tout cas, ah oui, il ou elle a dit ça, et c'est comme ça qu'on évolue. Et donc, c'est pour reprendre, donc l'individu seul ne peut rien faire, mais en revanche, s'il est dans cette énergie, il n'y a pas d'autres mots, je n'en connais pas d'autres, individuel, qui du coup le rapproche de cette énergie collective, c'est gagné. C'est gagné. Qu'est-ce qu'on peut faire face à une foule de gens heureux, du coup déterminés, et qui servent de modèle, parce que justement c'est ça qui est intéressant, puis si vous voulez on peut peut-être conclure dessus, c'est que ces personnes justement qui sont dans cette énergie-là, elles donnent envie de les rejoindre. Moi, on ne citera pas de nom, mais on en connaît quelques-uns, et les partisans du transhumanisme, blablabla, qui nous expliquent
il y a les élites et puis il y a les sans-dents, on va résumer comme ça. Qui a envie de les rejoindre? Et est-ce qu'on voit des gens brillants, lumineux, qui nous... Waouh! Eh bien, moi, sincèrement, des gens lumineux, transcendants, qui me donnent envie de me dépasser, et je les vois plutôt dans ceux qui sont dans cette énergie-là. L'énergie de l'amour, enfin, je veux dire, c'est une... Enfin, appelons un chat, je veux dire, c'est une... Et franchement, on peut aimer son voisin, on peut aimer... Et puis même si on n'est pas d'accord sur tout, quelle importance! Quelle importance! Mais l'énergie de l'amour, il n'y a pas... Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais il n'y a pas... En fait, c'est ça qui nous sauvera. Parce que ça nous entraîne dans d'autres dimensions. Regardez les mères. Une mère, une maman, ce qu'elle peut faire pour sauver son enfant, eh bien, nous devons tous être des mères, tous être des mamans, les uns pour les autres. Si c'est mon voisin qui flanche un peu, comment je peux être là au moment où il flanche? Puis quand c'est moi qui flancherai, quand c'est moi qui flancherai, c'est lui qui sera là. Puis si c'est pas lui, c'est pas grave, ce sera quelqu'un d'autre. De toute façon, on ne récolte que ce que l'on sème. Mais j'écris sème, S'-A-I-M-E. Nous faisons donc des livres que vous pouvez trouver en librairie, mais également acheter sur Novimondi, novimondi.com, novimondi.com. Parce que parfois, on a malheureusement, et je trouve ça dommage, vu ce que nous publions, nous sommes parfois confrontés à une forme de censure de libraires, je parle des grandes chaînes. Tant pis, c'est pas grave. Je veux dire, nous, on a créé Novimondi, et en plus, ça nous fait plaisir parce qu'on reçoit des messages directement, parce que sinon, on n'est jamais en relation avec nos lecteurs. Quand on passe par le média de la librairie, alors, moi, j'insiste, il faut soutenir les librairies de quartier. C'est indispensable, c'est un métier extrêmement compliqué. Donc, si vous pouvez acheter des livres dans votre librairie de quartier, faites-le. Maintenant, vous avez Novimondi, en tout cas en ce qui concerne nos titres. Et c'est vrai que parfois on a des lecteurs qui nous demandent si on peut dédicacer le livre. Alors moi effectivement, alors c'est beaucoup plus facile parce qu'effectivement en tant qu'éditeur, quand on commande un de mes livres, que ce soit celui-là ou l'arme climatique ou l'arme environnementale ou même le mystère des cartes anciennes, je peux dédicacer. Enfin, je veux dire, il suffit de m'envoyer un message en disant tiens, j'aimerais que le livre soit dédicacé à telle personne et on le fait avec plaisir. Donc oui, donc lisez des livres, rencontrez-vous. Enfin, alors là, ça va être tendancieux, mais aimez-vous. Enfin, je veux dire, aimons-nous, quoi. Enfin, parce que ça change tout. Et puis, encore une fois, quand une période difficile, de savoir qu'on a des voisins, qu'on a des amis, qu'on a des proches qui peuvent veiller sur nous au moment où on en a besoin, ça, c'est la vie. Et je veux dire même, c'est pas notre droit, c'est notre devoir. C'est un devoir d'être heureux. Finalement, ça dépend principalement de nous. Bien sûr, la vie est difficile. Mais elle est plus facile quand on a des... Et un jour d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, j'ai une amie qui m'a fait un cadeau énorme. Bon, elle savait que j'ai eu une période très compliquée. Et elle me dit, quand j'ai un problème, je pense à toi et je n'ai plus de problème. Parce qu'en fait, comme elle savait que j'avais traversé vraiment des épreuves, que manifestement le ciel avait décidé de me mettre à l'épreuve, pour voir si j'étais capable de supporter des choses un peu compliquées. Et donc cette amie le savait. Donc quand ce qu'elle considérait être un problème, elle pensait à ce que moi j'avais vécu. Et du coup, ce qu'elle vivait n'était plus un problème. Elle avait juste à trouver la solution. Et donc en fait, nous n'avons pas de problème. Nous avons des solutions à trouver. Alors évidemment, on peut discuter en disant gna gna gna, mais j'aime bien considérer que le ciel nous envoie des épreuves. À nous de les franchir. C'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, moi je considère qu'il n'y a pas d'échec. S'il y a un échec, c'est qu'on n'était pas dans la bonne énergie, qu'on n'était pas dans la bonne direction, ou qu'on devait apprendre quelque chose qu'on n'a pas réussi à apprendre. Et c'est comme ça que nous grandissons. Donc, et je suis ravi de m'adresser aux lecteurs et aux spectateurs de Nexus, parce qu'ils ont déjà fait un énorme chemin.
Eh bien, si les quelques minutes que nous avons passées ensemble leur permettent d'aller encore plus haut, merci. Merci de votre attention. Merci, parce que moi, ça me transporte. Merci. Merci Marc, merci Nexus.